1995, j'avais 12 ans. Ma mère m'a autorisé à regarder le journal télévisé. Il y avait un reportage sur la guerre en ex-Yougoslavie et notamment une partie sur le siège à Sarajevo. J'ai vu presque en direct un soldat français, un casque bleu, qui essayait de protéger des civils pris à partie par un sniper. Il essayait de les protéger avec son véhicule et il a été tué. Je me rappelle le gars qui tombe et ses collègues qui essayent de venir à son secours, qui essaient de le sauver. J'ai pas vu une mort quelconque, j'ai vu le sacrifice d'un homme qui essaye de sauver des gens qu'il ne connaît même pas. Je me rappelle que ce souvenir m'a marqué pendant très longtemps et rapidement, c'est ça qui m'a donné envie de devenir soldat. À 15 ans, je l'ai dit à ma mère. Bon, bien sûr, elle n'était pas du tout d'accord. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai ce que je veux, c'est ça que je veux faire. Et à 19 ans, en fait, je l'ai mis au pied du mur. Je suis parti tout seul au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre à Puteaux. J'ai rempli mon dossier, j'ai été faire mes 3 jours de test et je suis devenu marsouin, un soldat d'infanterie de marine. En 2009, mon régiment a été désigné pour partir en Afghanistan. Nous, on était super contents parce que c'était une vraie mission et on s'est dit entre nous, on n'y va pas pour enfiler des perles. Et de cette mission, j'ai beaucoup de souvenirs très concrets. Le premier, c'est mon groupe. Mon groupe, son indicatif, c'était 31. 31, c'était 10 frères parmi les hommes, on était inséparables. On était un groupe qui vivait dangereusement parce qu'on sortait tous les jours. Sortir du camp, ça voulait dire aller dans des zones en apparence calmes, mais où le danger pouvait sortir de n'importe où et n'importe quand. Et le danger, c'était les insurgés, qu'on voyait presque jamais et qu'on fantasmait beaucoup, ce qui fait que pour nous, tout était suspect, tout était dangereux. Come on. The earth is bleeding. But you better get used to it, because we're gonna be living in it. Dig those holes, boy. Oh, shit. Shit, it's getting my eye. My eyes is burning. Shit. Oh, fuck. Fuck, it's in my eye, I can't see. Oh, sure, it's burning! It's burning! Swap, give me some water! Fuck, it's burning! Don't get it! What are you doing? Don't rub your eyes! Help me. Don't rub your eyes! Et puis il y a eu ce jour d'août. Ce matin-là, on devait partir escorter les copains du génie qui devaient neutraliser un engin explosif improvisé, ce qu'on appelle un IED, sous un pont à la sortie d'un petit village. Ce matin-là, je me sentais invulnérable, super fort. Vraiment content d'être là avec les copains, d'être là dans ma mission. On a rapidement progressé, on a jusqu'à atteindre le fameux village, où là on a été vers les gens, on a essayé de discuter grâce à nos interprètes. On a donné des bonbons aux gamins, qui se marraient bien, d'ailleurs en nous regardant, on se demandait si c'était pas nos pare-balles ou nos casques qui les faisaient rigoler. Mais finalement, voir les enfants rigoler, ça nous rassurait quant à notre mission et à notre présence ici. On a dépassé le village, et on s'est posté le long d'un petit muret, dans un petit verger, face à un grand découvert, en attendant que les collègues du génie s'équipent pour aller travailler sur l'engin explosif. Et il y a d'autres collègues qui, eux, sont restés dans la base et qui écoutent un petit peu les ondes radio, nous ont averti qu'une quinzaine de talibans se dirigeait sur notre position par l'est pour nous attaquer d'ici 15-20 minutes. Donc moi je me suis dit 15-20 minutes, bon bah c'est cool, j'ai le temps de fumer une cigarette. Donc je me suis assis contre le petit muret dans le verger et puis je vais profiter du temps qui me restait. C'est à ce moment-là qu'il y a mon chef de groupe qui est arrivé, qui venait me voir, qui me dit «
je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas, parce que si l'ennemi arrive de l'Est, ils vont traverser ce grand découvert, et on va les massacrer. En fait, c'est débile, quoi. Donc je vais aller voir un petit peu, je vais inspecter les abords de notre position. Ok. Et là, tout d'un coup, il y a eu plusieurs tirs de roquettes. En fait, les roquettes sont pas venues de l'Est, elles sont venues du village qu'on venait de traverser, des jardins, des maisons. Et je me rappelais le sourire des enfants et la gentillesse des gens qu'on venait de rencontrer. Il y a une roquette qui est venue taper juste à côté de moi, qui m'a projeté en l'air, sur 2-3 mètres. Je suis tombé au sol, j'ai crié roquette. Bon, tout le monde avait compris, de toute façon, qu'il y avait des roquettes. J'ai voulu me relever, et là, il y a une douleur extraordinaire qui m'a foudroyé le bras gauche. Et en regardant mon treillis, je vois qu'il y a un trou dedans, et qu'il y a des flots de sang qui en sortent. Là, je comprends rapidement je me dis que je vais mourir. Je regarde autour de moi, ça tire de partout. Je vois les branches des arbres qui tombent, je vois des petits geysers de terre tout autour de moi. Et donc, je me dis que c'est la fin. J'ai qu'une idée en tête, c'est de récupérer mon arme et de mourir avec, comme un vrai soldat. Alors, je rampe quelques centimètres, je le récupère et je m'enroule autour. Et je sens même, dans ma tête, sur ma tête, à la jonction de ma boîte crânienne et de ma nuque, la balle qui va venir m'ôter la vie. Et heureusement, avant cette balle, c'est mes collègues qui sont arrivés à mon niveau et qui rapidement ont réussi à m'agripper, à m'extraire de la zone qui est battue par les feux ennemis pour me mettre dans un endroit un petit peu plus à l'abri. Et en fait, c'est eux qui m'ont permis de prendre sur moi et de me battre pour ma vie. Et d'ailleurs, je les en remercie. Très rapidement, j'ai été rapatrié en France et c'est enfin en France que j'ai pu un petit peu constater les dégâts. En fait, j'ai pris une balle dans le bras qui m'a arraché quasiment tout le biceps, qui m'a sectionné l'artère et la veine, et qui a coupé 2 des 3 nerfs principaux qui servent au bon fonctionnement du bras. Résultat, j'ai le bras qui est tout maigrichon parce que je pouvais plus m'en servir, j'ai le poignet qui est bloqué et j'ai la main qui ne m'est plus du tout utile. Ça veut dire que je peux plus conduire, je peux plus couper ma viande, je peux plus faire mes lacets, je peux plus m'habiller tout seul. Bref, je suis handicapé. Et ça m'a longtemps donné envie de chialer. Mais je me suis dit, il me reste que la dignité, alors pleure pas. Mais il y a quand même un truc en particulier qui me blesse beaucoup, c'est les rêves que je fais depuis, et notamment un. Ce rêve, il se passe dans ce village en Afghanistan où j'ai été blessé. Sauf que là, cette fois, moi, je suis super tranquille. En fait, c'est moi qui mène la danse. Je me promène dans le village et je tire dans tout ce qui bouge. Les femmes qui portent de l'eau, les enfants qui jouent, les gens qui sont en train de travailler. Je tue tout le monde. Il y a du sang partout, c'est super gore. Mais moi, je suis calme. Je continue mon chemin, mon petit bonhomme de chemin dans mon village, et je tue tout le monde. Jusqu'à ce qu'enfin, il n'y ait plus personne. Jusqu'à ce qu'enfin, je puisse retourner dans mon véhicule blindé, rejoindre les copains, leur dire c'est bon, c'est fait, tranquillement, on peut y aller. Et on s'en va. Quand je fais ce rêve, ce qui me fait peur, malgré le fait que je sache que ça fait partie de mon syndrome de stress post-traumatique, malgré le fait que je sache que jamais dans la vie, j'aurais tiré sur des femmes et des enfants, ce rêve, il est tellement en contradiction avec ceux que je faisais quand j'avais 12 ans, que c'est comme une blessure de plus. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.